Quelle injustice de la part de Ribbentrop lorsque, dans cette lettre furieuse qu'il adresse au maréchal le 29 novembre 1943, il lui reproche de n'avoir pas donné de gage suffisant à la collaboration. 7 novembre. Or, dès le mois de janvier 1943, le maréchal avait donné un test de plus de son bon esprit. Figurez-vous qu'à cette date, le 28 janvier 1943, il avait envoyé à Laval la note suivante. Des mesures sévères doivent être envisagées en ce qui concerne les perturbateurs de l'ordre public. Et pour la police, le général Bridoux, dont Laval avait fait le ministre de la guerre, général Bridoux, pourrait faire appel à M. Darnan, dont je connais le courage et l'énergie. Alors on va créer à ce moment-là la milice. Qu'est-ce que c'est que la milice? C'est un groupe qui prend la plupart de ses collaborateurs dans les SOL. Vous vous rappelez, SOL, c'était le service d'ordre légionnaire dont le serment disait contre la démocratie et contre la lèpre juive. Avec ce champ de marche dont je vous avais parlé, SOL, faisons la France pure, bolchevique, franc-maçon, Israël, ignoble pourriture. Bon, alors on a des gros bras là disponibles, mais on va prendre d'autres qui s'appelleront ceux-là les miliciens. En présence de cet acte considérable de création de SS français, Maurras, dans l'Action française du 3 mars 1943, s'était écrié, je cite, ça vaut la peine d'être lu. « Ô bonheur, avec le concours d'une bonne et sûre police, nous pourrons frapper d'inhibition toute velléité révolutionnaire. Et en même temps que nous défendrons, avec nos personnes et nos biens, notre civilisation tout entière. » La sûreté du régime, oui, il y a aussi la défense des biens et des personnes, la civilisation française, mais il ne faut pas oublier que le maréchal avait déclaré à Gorstadzu, qui est une phrase que je vous ai citée la dernière fois, « Je n'ai plus que les Allemands pour me protéger ». D'où l'instruction numéro 87 qui est adressée à Darnan, « Vous êtes là pour maintenir l'ordre intérieur, écoutez bien, et pour contribuer ainsi à la sécurité des forces d'occupation ». Cette milice aura un corps d'élite qui s'appellera la Franc-Garde. La Franc-Garde sera armée en particulier de mitraillettes. Il aura son uniforme, c'est un uniforme noir avec des guêtres blanches, et se créera tout de suite une réputation extrêmement redoutable. Ce sont des durs, des gens décidés. Le maréchal les a autorisés à créer des cours martiales, et ces cours martiales devront être rapidement réunis et n'auront le droit de ne prononcer qu'une seule sorte de peine, la mort, avec exécution immédiate de la sentence. L'amiral Offand est un peu ennuyé quand il parle de la milice. Et il insistera sur le fait qu'on avait été bien obligé de racoler à peu près n'importe qui et qu'il y avait là des indésirables. Il ajoute, la solde de la milice était considérable, sont entrés là des gens qui étaient peu recommandables. Il oublie, l'amiral Offand, de nous donner les noms des principaux chefs de la milice. Et c'est le livre remarquable et même indispensable de Delperrier de Baillac qui nous renseigne sur les chefs de la milice. Alors je vais vous lire les noms principaux des chefs de la milice. Messieurs de La Rochefoucauld, de Turenne, de Lacaze, de Bourmont, de Vaugelas et de Bournonville. La milice va procéder, vous le savez déjà, à un certain nombre d'opérations de règlement de compte politique. On avait déjà, c'était pas la milice, à ce moment-là, c'était les cagoulards, on avait déjà expédié auprès de ses ancêtres Marx d'Ormois, qui avait été coupable, ministre de l'Intérieur sous Blum, de démasquer la cagoule. Mais maintenant, il y en aura 3 qui vont être liquidés par les miliciens. C'est Maurice Sarraut, qui dirigeait la Dépêche de Toulouse et qui était radical, franc-maçon. Mandel, qui était l'ancien bras droit de Clémenceau. Et vous le savez sans doute aussi, Jean Zay, qui était coupable d'avoir disposé de la gratuité totale de l'enseignement secondaire. Évidemment, le rôle principal, la raison d'être de la milice, c'est d'assurer, comme le dit le maréchal, la sécurité des forces d'occupation, c'est-à-dire la chasse aux patriotes et la traque des rebelles. Il faut savoir que le maréchal, en date du 23 avril 1943, s'était adressé ainsi aux miliciens. Miliciens, aidez-moi à montrer le vrai visage de la France. Alors ce vrai visage de la France, pour bien le comprendre, il faut que vous sachiez que les miliciens avaient un double serment à prononcer. Un serment certes d'allégeance au maréchal, mais aussi un serment de fidélité au Führer. Je pense qu'on n'insistera jamais assez sur l'importance de ce geste de Pétain dans la collaboration. Cependant, étant donné l'évolution des choses, il est évident que la fin de l'année 43 et le début de l'année 44 posent d'énormes problèmes au maréchal, puisqu'il semble que c'est certain maintenant que les Alliés vont gagner la guerre. Il a donc mené un jeu double. Il jouera sur les 2 tableaux, car d'une part, il serait heureux qu'une victoire de l'Allemagne, difficilement concevable maintenant, mit un barrage absolu à l'égard du communisme,
Mais d'autre part, il espère que les Alliés, surtout les Américains, manifesteront un bon esprit à l'égard de ce qui, dans la résistance, peut sembler dangereux pour l'ordre social. À la fin de l'année 43 et au début de l'année 44, le maréchal se trouve véritablement pris dans une nasse. Il ne sait pas comment faire entre les Allemands qui le tiennent d'un côté, qui le protègent, et les Alliés qui vont arriver. Alors regardons ce qu'il fait du côté des Allemands. Mais vous savez que Ribbentrop, quand il lui disait « vous collaborez insuffisamment », entendait avant tout, non pas des gestes particuliers, ces gestes étaient faits à la milice, mais l'acceptation donnée par le maréchal à la présence dans son cabinet ministériel de gens comme Henriot, comme Doriot ou comme Déa. Eh bien, le maréchal va céder sur 2 points. Pas Doriot, mais il acceptera pour les autres. Il va accepter Henriot. Il faut que vous sachiez qu'il ne détestait pas du tout Philippe Henriot. Philippe Henriot avait une violence de langage extrême, je le connaissais, c'était un député de Bordeaux, je l'entendais souvent parler, c'était un homme qui avait une belle voix et qui avait une facilité de parole extraordinaire. Je dirais même que c'était un grand orateur. Mais il faut savoir ce qu'il disait à Radio Paris, et maintenant il va le dire officiellement puisqu'il sera ministre de l'Information. Alors j'ai relevé quelques-unes des citations de Philippe Henriot qui disait par exemple « Je dénonce la canaille juive internationale introduite chez nous par Léon Blum ». Ou encore voici la définition qu'il donnait du général de Gaulle, ce salarié des Juifs de Londres. Et il décrivait ce que serait la France, si jamais, par malheur, les Alliés arrivaient. La France sera dépouillée de ses colonies, probablement pas par Hitler, dépouillée de ses colonies, livrée au bolchevisme et occupée par les nègres. Et ben voilà le personnage que Pétain accepte comme étant son ministre de l'Information. Déa maintenant. Ça, il a résisté le plus longtemps possible. Déa voulait le ministère du Travail et le maréchal va finir par céder. Alors là, nous avons un document très intéressant, toujours fourni par Raymond Tourneau, qui est de Tracou. Tracou, c'est le chef du cabinet militaire, c'est un lieutenant de vaisseau, chef du cabinet militaire du maréchal, et il va assister, lui, Tracou, à la réception que le maréchal accorde à Déa lorsque Déa vient lui présenter ses devoirs à Vichy. Il est intéressant de savoir que le maréchal s'est très bien comporté, qu'il lui a fait un accueil, je cite, encourageant et paternel. Puis voilà Darnan. Vous vous rappelez que dès janvier 1943, le maréchal avait signalé à Laval l'importance d'un homme comme Darnan, qui est plein de courage et plein d'énergie. Et bien Darnan va être maintenant nommé par le maréchal secrétaire d'État au maintien de l'ordre, ce qui lui vaut de pouvoir assister au Conseil des ministres. M. Isorni affirme, et c'est sans doute vrai, qu'à partir de février 1944, le maréchal n'assistera plus lui-même au Conseil des ministres, on ne présidera plus ce Conseil des ministres. Ce qui n'empêche que le maréchal va accepter très facilement une exigence, oui je dois dire exigence, allemande, de venir à Paris, lui qui n'a pas pu y revenir depuis si longtemps et qui le désirait, de revenir à Paris le 26 avril 1944 pour consoler la population parisienne des destructions qui avaient été opérées par des bombardements alliés sur la banlieue. Le 28 avril 1944, le maréchal, accueilli du reste par Paul Valéry, qui lui fait un discours invraisemblable, le maréchal va s'adresser aux Parisiens et surtout pour les mettre en garde contre la prétendue libération qui est une tromperie et le plus trompeur des mensonges. Et n'oubliera pas, ce 28 avril 1944, de remercier l'Allemagne d'assurer ce qu'il appelle la défense du continent. Puis les Allemands vont lui proposer de s'établir dans un très beau château, qui s'appelle le château de Voisin, près de Rambouillet. C'est une demeure somptueuse, où le maréchal est extrêmement heureux de se trouver, et de là, les Allemands vont le promener dans diverses villes françaises, des villes qui avaient été atteintes également par des bombardements alliés. Alors vous le voyez à Rouen, vous le voyez à Nancy, vous le voyez à Saint-Étienne. Et qu'est-ce qu'il va dire aussi? Eh bien, le 15 mai, il va dire quelque chose à Laval que M. Tracou, qui était là, a enregistré. Il a reçu Laval à son château de Voisin et il lui a dit « Je suis avec vous, continuez, vous avez toute ma confiance » et quand Laval s'est retiré, le maréchal lui a pris les 2 mains pour les lui serrer fermement. Voilà du côté allemand. Alors qu'est-ce qu'il peut faire maintenant du côté allié? Eh bien, c'est à la fois du côté allemand et du côté allié qu'il va tenter, dans la ligne qu'il essaye de suivre, à savoir renversement des alliances, et que les alliés acceptent de s'unir avec les Allemands contre le danger russe. Le maréchal va envoyer un émissaire à Berne auprès de Allen Dulles. Allen Dulles était là, celui qui s'occupait de services secrets américains à Berne, et c'était une de ses idées que d'obtenir ce renversement des alliances. Staline le saura assez rapidement, s'en plaindra auprès de Roosevelt, et Roosevelt interdira à l'Est de continuer son travail. Le maréchal avait fait une tentative. Mais il va en faire une seconde. Il va envoyer un ancien cagoulard qui s'appelait Gabriel Jeantet.
Il va l'envoyer à Nice, cette fois, auprès des autorités d'occupation allemandes, ces autorités qui sont extrêmement inquiètes parce qu'on annonce un débarquement vraisemblable des forces françaises qui débarqueront en Provence, et ça se fera, vous le savez bien, le 15 août 1944. Eh bien là, il y a un émissaire qui vient, ce Jantet, qui vient s'entretenir avec des autorités allemandes, en particulier des officiers de marine, pour leur présenter ce fameux plan de renversement des alliances auxquels les Allemands ne peuvent rien. D'après Hoffin, mais Hoffin ne donne pas ses sources, Hoffin affirme que le maréchal était dans le secret de la tentative qu'on allait faire en Allemagne, von Stauffenberg, pour renverser Hitler. C'est l'attentat, je crois, du 20 juillet 1944. Il paraît que le maréchal se frotterait les mains en disant si on pouvait nous débarrasser d'Hitler, ça permettrait aux Alliés de s'accorder avec cette nouvelle Allemagne qui ne serait plus une Allemagne nazie. Je présente ça avec doute, enfin avec scrupule, il n'y a pas de preuve. En revanche, je sais que le maréchal va déléguer quelqu'un qui n'est autre qu'au fond lui-même, auprès des éléments de la résistance en qui il a confiance. Il y a diverses résistances, vous le savez, il y a même une résistance de droite qui est une résistance réelle. Puis il y a une résistance, comment dirais-je, de bonne compagnie, celle par exemple que représente M. Taïdjen, qui sera plus tard un ministre MRP du général de Gaulle, et celle que représente Michel Debré, dont le nom est aujourd'hui au premier plan de l'actualité. Eh bien c'est Hoffin qui va aller voir en grand secret, et de la part du maréchal, ces deux personnes, Taïdjen et Michel Debré, pour tenter de trouver quelque chose qui serait une passation des pouvoirs assez régulière. Lorsque De Gaulle arrivera, forcément il va venir à Paris, et le maréchal, avec l'idée qu'il a déjà depuis novembre dernier de convoquer l'Assemblée nationale, de rappeler que c'est d'une manière légale et légitime qu'il a été élevé au pouvoir, puisqu'il y avait une majorité considérable, il y avait 80 opposants, comme vous le savez. Sa grande idée, c'est de dire, mais je représentais tout de même une légitimité intérimaire. Et vous, De Gaulle, qui représentez maintenant une autre légitimité à laquelle vous déclarez avoir droit, je voudrais faire une passation de pouvoir. Les choses deviennent de plus en plus angoissantes, étant donné qu'on s'attend à ce débarquement du 15 août 1944. Il n'y a plus une minute à perdre. Alors, en date du 11 août 1944, le maréchal va déléguer Hoffin à Paris, muni de plein pouvoir, qui sont du reste reproduits sur la couverture du livre de Hoffin, plein pouvoir pour négocier avec le général de Gaulle. Il lui demande cette organisation presque convenable, enfin correcte, de passation légitime des pouvoirs. C'est une idée que Laval avait de son côté, car on a longtemps ignoré que Laval s'était entendu avec Herriot, lequel Herriot était dans une maison psychiatrique où les Allemands l'avaient enfermé près de Nancy, et c'est Laval qui va aller chercher Herriot pour l'amener à Paris, discuter avec lui, et même en présence d'Abetz, pour voir ce que l'on pourrait faire pour une transmission des pouvoirs réguliers. Ce que le maréchal a dit à Hoffin est très intéressant, et c'est encore Tournou qui nous le révèle, parce que Hoffin le lui a dit avec une grande clarté. Il lui dit, vous savez, vous n'arriverez à rien avec De Gaulle. Je le connais, De Gaulle. C'est un orgueilleux. Vous pouvez lui dire en tout cas que je n'ai jamais eu l'intention de le faire fusiller. Alors, vous vous rappelez que le général de Gaulle avait été condamné d'abord à 4 mois de prison, 4 ans de prison par contumace, et que Weygand était intervenu pour transformer cette condamnation en une condamnation à mort. Et Hoffin ne nous cache pas, c'est à cette même date, d'août 1944, que le maréchal va épingler, il dit bien épingler, au dossier de Gaulle, dossier de la condamnation à mort, une petite fiche de sa main disant « Je n'ai jamais eu l'intention de réaliser positivement cette condamnation à mort. Elle était dans mon esprit purement fictive. » Donc, pour se couvrir, le maréchal va envoyer le 6 août, c'est la fin, le 6 août, le verrou d'Avranches a déjà sauté, les Alliés arrivent. Le 6 août, il est 44. Il envoie une lettre à Laval contre la milice pour déplorer les concussions et les exactions de la milice qui, paraît-il, déshonorent la France. 6 août. Darlan a ça sous les yeux, naturellement. Alors vous imaginez le coup qu'il reçoit en pleine figure, voilà le maréchal qu'il a toujours soutenu et qui maintenant déclare qu'il déshonore la France. Alors il va faire une riposte. Darlan va faire une riposte extrêmement véhémente en disant il y a mis du temps de s'apercevoir que la milice déshonorait la France. Il faut que les Américains soient aux portes de Paris pour que le maréchal me désavoue. C'est un peu raide en effet, puisque ça c'est une lettre du 6 août. À la date du 8 juillet 1944, le maréchal avait fait inscrire au journal officiel une citation à l'ordre de la nation, que lui, le maréchal, prononçait, de messieurs de Vaugelas et de Bournonville, en raison de l'appui considérable qu'ils avaient apporté aux forces allemandes lorsqu'on avait exterminé les résistants du plateau de Glières. Voilà que le maréchal va encore dans l'état de désespoir où il est, enfin d'affolement, va essayer une autre opération. Il voudrait essayer de se faire kidnapper par les résistants. Des résistants, dois-je vous dire, de bonne compagnie. Déjà, à ce moment-là, Clermont-Ferrand a été libéré,
Et le maréchal va envoyer successivement, les 14 et 15 août 1944, 2 représentants auprès de ce Henri Ingrand, qui était le commissaire de la République nommé par De Gaulle à Clermont-Ferrand. Le premier personnage que le maréchal envoie s'appelle Olliol. Olliol, c'est un officier. Il n'obtient du reste rien. Et le second émissaire du maréchal, c'est Jacques Laurent, c'est-à-dire le futur écrivain qui signera Cécile Saint-Laurent. Eh bien, Cécile Saint-Laurent est quelqu'un qui est envoyé par le maréchal pour essayer de persuader la résistance de faire un coup rapidement sur Vichy pour s'emparer de la personne du maréchal parfaitement consentant. Vous savez qu'il avait son fameux ange gardien qui s'appelait von Rintefix, le haut-prussien dont je vous ai parlé, 2 mètres de haut, glacial et toujours noir. Naturellement, Rintefix sait tout ce que fait le maréchal. Et il a dû savoir, il a su certainement les tentatives que fait le maréchal pour se faire enlever par une résistance de bonne compagnie. Alors à la date du 20 août, d'ordre de Führer du reste, il annonce au maréchal « Nous avons décidé de vous transférer ailleurs, à Belfort ». Le maréchal refuse. Mais Rintefix lui dit « Néanmoins, demain matin, 21 août, militairement, par la force s'il le faut, nous vous transférerons du côté de Belfort ». Le maréchal prend soin de convoquer le lendemain 21 août 2 témoins. Le premier de ces témoins sera le nonce, Valerio Valéry, monseigneur Valerio Valéry, et le second témoin sera Stouki qui racontera les choses. Il les a dissimulés derrière une tenture. Rintefix et ses sbires ne voient pas ces 2 personnages qui sont là, mais qui assistent, et qui pourront en effet témoigner que le maréchal a résisté, et que c'est par la force qu'on l'a déplacé. Où est-ce qu'on l'emmène? Eh bien, les Allemands ont décidé de l'emmener jusqu'à Belfort, et en même temps, ils se sont fait le coup à l'égard de Laval. Laval qui avait tenté un arrangement avec Herriot, et qui avait même présenté Herriot à Abetz. Herriot aurait peut-être pas dû accepter, enfin ça ne me regarde pas. Toujours est-il qu'Abetz avait dit non, c'est tout à fait impossible, nous ne pouvons pas accepter une convocation de l'Assemblée nationale. Alors Herriot était reparti dans son asile psychiatrique, là, près de Nancy. Quant à Laval, il avait été lui aussi de force, comme le maréchal, conduit à Belfort. Où est-ce qu'on installe le maréchal? Eh bien, comme dira Céline, d'un château l'autre, puisqu'il vient de quitter son très beau château de voisin, il va maintenant être au château de Morvillard, près de Belfort. Il y restera jusqu'au 7 septembre. À partir de cette date, le maréchal, comme du reste Laval, affirme qu'il ne veut plus prononcer aucun acte, il ne veut plus faire aucun geste représentant sa fonction. Je démissionne, dit le maréchal, je suis maintenant prisonnier des Allemands, enfin, puisqu'il avait refusé ce que Roosevelt lui avait conseillé, de se considérer comme un prisonnier, comme Léopold III. Il avait refusé, maintenant, c'est fait, je ne suis plus libre, je suis l'homme des Allemands, je n'accepte plus aucune responsabilité politique. Et les Allemands le transporteront, comme vous le savez, à Sigmaringen. Avec Laval. C'est au dernier étage de Sigmaringen du château Hohenzollern, c'est le berceau de Hohenzollern, que Pétain va se trouver, et à l'étage juste au-dessous, il y aura Laval. On a beaucoup de renseignements sur le comportement du maréchal qui est parfaitement digne à Sigmaringen. Là, c'est constitué un faux gouvernement, avec Briand, avec Déa, qui, soi-disant, continue la politique du maréchal, mais le maréchal ne parle jamais à ces gens-là, refuse de les voir, fait une fois par jour une petite promenade avec quelques-uns de ses amis, en particulier le général Debenay, mais jamais n'accepte le moindre mouvement qui compromettrait son absence volontaire. Et il faut savoir qu'à 2 reprises, avec une véritable noblesse, c'est un mot que je tiens à employer, le maréchal va insister auprès du chancelier Hitler pour qu'Hitler le laisse rentrer en France. Le maréchal veut rentrer en France. Et voici qu'il lui écrit « Je ne puis, sans forfaire à l'honneur, laisser croire que j'ai cherché refuge en terre étrangère pour me soustraire à mes responsabilités. Je désire rentrer en France pour défendre mon honneur et pour protéger, par ma présence, ceux qui m'ont suivi. » Chapeau. Il faut vous dire que le maréchal vit dans la conviction qu'il ne risque rien. Il a la certitude que, entre officiers, entre De Gaulle et lui, les choses s'arrangeront et que certainement on n'attentera pas à sa vie. Il veut défendre sa politique, il veut expliquer ce qu'il a tenté de faire, et il a trouvé cette formule. La formule lui a été suggérée, je crois, par Henri Massis. C'est Henri Massis qui avait rédigé un texte que le maréchal a accepté de signer et qui sera reproduit par quelques affiches, seulement quelques affiches à Paris, avant l'arrivée de De Gaulle, qui est le 25 août. Ces affiches comportent la fameuse phrase sur le glaive et le bouclier. C'est Massis qui a trouvé la formule, à savoir, nous sommes complémentaires, De Gaulle et moi. De Gaulle représentait le glaive de la France et moi je représentais son bouclier. C'est ce thème que le maréchal se propose de développer lorsqu'il passera en jugement. Il se présente à la frontière suisse, c'est le 24 avril je crois, et le diplomate allemand qui le conduit a pris sur lui, mais vous savez c'est la fin à ce moment-là, on sait même des communications avec Berlin étaient difficiles, a pris sur lui d'autoriser le maréchal à quitter le territoire allemand pour entrer au territoire suisse.
Et là, je peux vous donner un détail personnel, mais enfin, c'est déjà bien connu. J'étais déjà à l'ambassade à ce moment-là, et j'ai su que le général de Gaulle avait donné ordre aux autorités françaises en Suisse, c'est-à-dire à mon ambassadeur, d'intervenir le plus fermement possible auprès des autorités fédérales pour que les Suisses acceptent de garder le maréchal sur ce territoire suisse et de le persuader de ne pas rentrer en France. De Gaulle est extrêmement ennuyé à l'idée que le maréchal qu'il faudra obligatoirement juger le maréchal. Et il le dira, De Gaulle, dans ses mémoires. Il disait, bon, il revient de force, j'aurais bien préféré qu'il mourût auparavant, mais je voudrais que l'on fît sur lui une condamnation à mort de pure forme, bien entendu, et après 2 ans de captivité, je l'autoriserai, disait De Gaulle, à aller finir ses jours dans sa propriété de Villeneuve-Loubet, sur la Côte d'Azur, à côté de la propriété du général Végan. Le maréchal n'acceptera pas, le maréchal tiendra absolument à rentrer en France, il sera accueilli par Koenig, qui lui tendra la main, Koenig ne prendra pas cette main, mais s'inclinera 2 fois respectueusement, et quand on mettra le maréchal dans son train qui doit l'amener à Paris, un wagon-lit avait été réservé pour Koenig, et un wagon de première classe simple pour le maréchal. Koenig aura soin de donner son wagon-lit au maréchal et à sa femme, et de lui voyager simplement en première classe. Le maréchal sera jugé, sera condamné à mort. Les juges eux-mêmes ont décidé que cette peine ne sera pas appliquée étant donné son grand âge. Le maréchal sera transporté, comme vous le savez, à l'Île-Dieu, où la 4e République n'acceptera pas de faire ce que De Gaulle eût prétendu voulu faire, c'est-à-dire une libération. Et c'est dans cette Île-Dieu, le 23 juillet 1951, que le maréchal expirera à l'âge de 95 ans. Reste maintenant, certes, à tirer un bilan de tout ça, à faire le constat du règne. Eh bien, c'est à quoi j'emploierai mon dernier entretien avec vous.